La nature, donc, concept anthropocentrique, anthropos l'homme, centrique, centré sur l'homme, c'est-à-dire qu'il n'y a que l'homme qui peut parler de la nature. Ça veut dire quoi la nature? Ça veut dire qu'il y a deux choses qui produisent dans l'univers, il y a l'homme et la nature. Par définition, la nature philosophique, c'est tout ce qui ne dépend pas de l'activité de l'homme. Voilà. Donc, c'est quand même assez prétentieux de dire, dans l'univers, il y a deux choses, il y a l'homme, et tout ce qui n'est pas l'homme, c'est ce qu'on appelle la nature. Gilles est prof de philo. Il est aussi l'auteur prolifique de petits livres très savoureux où il déploie son talent de pop philosophe, c'est-à-dire de philosophe qui se sert de la pop culture pour faire passer des idées et des concepts. Ce concept a été inventé dans les années 70 par un autre Gilles, Gilles Deleuze. Ça donne des livres à la fois drôles et riches d'enseignements. J'ai rencontré Gilles il y a quelques années, 2015, pour l'interviewer sur l'un de ses opus les plus célèbres, Star Wars, la philosophie contre-attaque. Et il a dit oui tout de suite quand je lui ai proposé une mini-série philosophique de 3 épisodes sur le monde vivant pour Baleine sous gravillon. En voici le premier chapitre, enregistré dans son petit jardin de Montmorency, la ville de Jean-Jacques Rousseau, où poussent notamment de délicieuses tomates cerises plantées par ses 2 petites filles. Je dois leur avouer que je leur en ai piqué quelques-unes. Dans ce premier épisode, nous allons faire connaissance avec Gilles et commencer par le commencement, les philosophes de l'Antiquité et leur vision du monde vivant. Puis, Gilles va identifier les points de rupture entre l'homme et la nature, ces moments où l'homme s'est dit qu'il était au-dessus du monde vivant et qu'il pouvait, voire devait l'exploiter. Ces moments de rupture sont d'une part l'apparition des monothéismes et d'autre part certaines thèses de la philosophie des Lumières, notamment celle incarnée par Descartes. C'était au XVIIe siècle. Entretien buissonnier avec le pop philosophe Gilles Verviche, acte 1, scène 1, c'est parti. Bonjour Gilles. Bonjour. Donc on est chez toi, on est dans une petite ville très sympa qui s'appelle Montmorency. Et oui. Je suis venu à vélo ce matin, j'ai fait 13 km depuis la gare du Nord de Paris où j'habite pour venir te retrouver. On est dans ton beau petit jardin, au son des oiseaux, au son des avions qui passent. Ouais. Je prie ceux qui nous écoutent de me pardonner. À nouveau, il y a des avions, mais c'est rare qu'il y ait des avions nulle part. On n'est pas à Roissy non plus. On n'est pas à Roissy. On entend des gros avions qui passent de temps en temps, on entend des bagnoles qui passent, on va s'en affranchir. Alors je te présente brièvement, tu es plus jeune que moi, tu es né en 1974 à Rouen, Ouais. la ville de Flaubert. Ouais. Tu es un hippocagneux, tu as fait Cagnes-Hippocagne. Voilà. J'ai oublié de dire qu'il y a aussi des mobylettes, évidemment. Et puis, alors ce que j'adore, c'est que sur ta fiche Wikipédia, il y a écrit que tu appartiens à la pop philosophie. Oui, alors. On y reviendra, qui est un concept apparemment assez sérieux développé par Gilles Deleuze, qui a un joli prénom, puisque c'est le même que le tien, Voilà. dans les années 70, les années qui nous ont vu naître. Ouais. Et donc tu es un pop philosophe. Oui. Et en résumé, c'est une philosophie qui fait des connexions avec tout simplement la pop culture. Voilà. On y reviendra. Qu'il faudrait définir aussi. Mais t'inquiète pas, Voilà. on y reviendra. Je sais que tu as fait un peu de radio sur le Ouais. Move, tu as fait un peu de télé, on t'a vu à la télé, Ouais. et puis tu as fait aussi des chroniques sur Radio France. Voilà. Beaucoup de casquettes encombrent ta tête. Ouais. Tu es aussi un auteur, tu as écrit une dizaine de bouquins. Ouais. Alors, le jeu que je voudrais faire avec toi, Ouais. c'est que je voudrais que tu me dises 2 phrases sur chaque. Je voudrais que tu me fasses le pitch en 2 phrases sur chaque, parce qu'il y en a une dizaine, et c'est pas l'objet du podcast, mais ils sont tellement oui. drôles, tes livres, Ah oui. que je d'accord. voudrais que tu me les résumes en 2 phrases, ou que tu me dises la substantifique moelle de chaque, D'accord. voilà, de manière extrêmement rapide. Ok. Alors, le premier bouquin que tu as écrit, c'est « Comment j'ai pu croire au Père Noël Ouais. ». C'était en 2009. Tout à fait, c'est mon premier livre. Eh bien, c'est philosopher à partir de questions amusantes sur la vie quotidienne. Par exemple, pourquoi mamie met-elle un pull écossais, une casquette à son Yorkshire? Ou comment être soi-même dans une soirée où on connaît personne? Et donne-moi un concept philosophique de comment être soi-même dans une soirée où on connaît personne. Eh bien, c'est qui suis-je? C'est parce que être soi-même, ça consiste à distinguer moi-même et ce que je ne suis pas. Et l'idée, c'est de montrer que finalement, savoir exactement qui je suis, c'est pas si évident que ça. En fait, derrière les questions amusantes, il y a une problématique philosophique
Mon idée de pop philo, c'est toujours de partir du connu, de ce qui plaît au lecteur, du quotidien, de choses amusantes, et sans qu'ils s'en rendent compte, on arrive à la philo. Et accessoirement, j'ai oublié de dire ton activité principale. Tu es prof. Tu Oui. es prof toujours. Tu es toujours au lycée Paul-Émile Victor. Je viens d'avoir ma mutation. Enfin, donc je suis plus au lycée Paul-Émile Victor. Ouais, tu es où maintenant? Là, je vais être donc à Aubonne. C'est pas loin d'ici. Je me suis rapproché de chez moi. À Aubonne. Lycée Louis Armand. D'accord, donc c'est là que tu sévis avec des élèves et on comprend bien que tu fais partie de ces profs qui essayent d'intéresser leurs élèves en raccrochant ce qu'ils racontent à des choses contemporaines. On va y venir. Et c'est pour ça que toi et moi, on s'est déjà rencontrés. Je vais le dire tout à l'heure. Alors bref, on va quand même finir tes bouquins. Alors en 2010, tu en as écrit un autre qui s'intitule « De la tête aux pieds du football ». Voilà, c'était philosophie du football. Alors, un peu comme quelques autres après, il s'agit d'expliquer la philosophie à partir du foot. En particulier en cours, je m'étais rendu compte que pour parler de l'état des lois, je faisais pas mal la métaphore de l'utilité de l'arbitre dans un match. Et ça permet d'expliquer la philosophie de Hobbes, qui nous dit qu'il faut un souverain. Puis dans l'autre sens, effectivement, la philosophie du foot, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on dit « on a gagné » Le supporter dit on a gagné. Et ils ont perdu. Et ils ont perdu, voilà, ce genre de choses. Et puis, une question qui m'intéressait, moi, c'était le match aurait-il été le même si j'avais pas regardé? Attends, alors ça m'intéresse beaucoup parce que ça aussi, ça m'a toujours intrigué. Pourquoi on dit on a gagné et ils ont perdu? Eh bien parce que comme c'est une sorte de réussite par procuration, voir la joie réelle que ça procure. Comme on disait, quand la France a gagné la Coupe du Monde 98, et même 2018, il y avait autant de personnes qu'à la Libération française. Alors, j'ai essayé, c'est pas évident de comprendre pourquoi est-ce que on s'identifie à cette victoire alors que celui qui est chômeur, il peut aller faire la fête toute la nuit dans la rue. Le soir de la victoire de l'équipe de France, le lendemain matin, sa vie, ça sera la même, quoi. Donc, certes, mais alors pourquoi on dit ils ont perdu? Ah bah parce que forcément là... Va et victis, malheur au vaincu. Voilà, parce que s'ils ont gagné, c'est parce que je suis français. Et s'ils ont perdu, c'est parce que c'est une équipe de professionnels trop payés. Mais on fait la même chose avec ses ancêtres, j'ai remarqué. Par exemple, si tu as un ancêtre glorieux qui a été un héros de la guerre, tu vas le mettre en avant. Mon grand-père, si tu as un grand-père, je sais pas moi, qui a été un héros pendant la guerre, la famille va s'enorgueillir et puis tu vas dire mon grand-père, nanana. Bon, il y a même l'école de la Légion d'honneur en France, qui fait que les filles ou petites filles de gens qui ont eu la Légion d'honneur ont une école spéciale. À l'inverse, si ton grand-père était collabo, tu vas pas trop le mettre en avant. On va dire ah bah c'est pas moi, c'est mon grand-père. Enfin, tu vois. Oui, bien sûr. Alors attends, on en est qu'à ton troisième bouquin, il faut que j'accélère parce que j'en suis toujours juste à ta présentation avant qu'on en vienne au fait. En 2011, tu as écrit Tais-toi et double, et donc sous-titre du code de la route. Alors là, pareil, un petit mot là-dessus. Là, c'était un peu la même chose, c'est-à-dire que je m'étais rendu compte que pour expliquer certains concepts de philosophie, en particulier sur la liberté, l'obligation, la contrainte, j'utilisais souvent les métaphores du code de la route. Expliquer comment un croisement, on peut se sentir plus libre sans loi, et tu mets un carrefour pas de feu rouge, ça va être beaucoup plus l'anarchie justement. Et si t'en mets, ça régule un peu. Donc à la fois ça limite les libertés, mais pour la rendre plus réelle à chacun. Voilà. Donc c'était un peu la même chose, c'est-à-dire partir du code de la route, de la voiture aussi. Du coup j'ai un peu gratté. Du coup je suis le seul philosophe de la voiture en France. Dès que quelqu'un veut parler de voiture, il m'appelle. Parce que j'ai un peu réfléchi sur le comportement du conducteur aussi au volant. Comment ça se fait que moi, quand je rentre dans ma voiture, je deviens un connard, pour le dire tout de suite. Je me transforme. Quand j'étais gamin, que j'avais 10 ans, sur l'émission Disney Channel, ça passait sur FR3 à l'époque, il y avait un dessin animé comme ça, où on voit Dingo, tout gentil, qui monte dans sa voiture, bon père de famille, puis dès qu'il touche le volant, il devient tout rouge, il a la langue qui pend, il transpire et il devient méchant, quoi. Voilà. Et moi, je suis un peu comme ça. Attends, donc tu fais partie des connards de... Ah ouais. Bon, après, je fais attention aux autres. Alors la question, c'est est-ce que ce comportement qu'on a, c'est artificiel, c'est-à-dire c'est fabriqué par la situation de conduite, ou est-ce que c'est un retour à nos instincts naturels?
Dis donc, Gilles, il y a des moments où tu hurles dans le micro et puis il y a des moments où tu prends une voix toute douce. Alors je te dis tout de suite, il va falloir, tu es un grand professionnel de radio, il va falloir m'harmoniser tout ça. C'est parce que comme j'entends des bruits de moteur. Non, t'inquiète. J'essaye de... J'ai mis des micros qui normalement vont réduire tous ces vieux bruits de perceuses et de machines. Et c'est vrai qu'on aimerait plus les oiseaux et moins les portières qui claquent. Mais que ceux qui nous écoutent nous pardonnent, j'espère que ces bruits ne sont pas trop forts. J'enchaîne sur tes bouquins. Donc Tais-toi et double, ça c'était en 2011. En 2012, tu es un peu comme Amélie Nothomb, hein. Toi c'est un bouquin par an. 2012, pareil, encore un titre sublime, quelques grammes de philosophie dans un monde de pub. Voilà. Ça parle de quoi? Alors c'est toujours pareil, c'est expliquer la philo à partir de la publicité, parce que autant Heidegger ou d'autres livres, Schopenhauer, ça peut être des pavés de 1000 pages qui sont toujours réputés difficiles à lire, avec un vocabulaire difficile, alors que les slogans publicitaires, tout le monde les connaît. Et par exemple, quelques grammes de finesse dans un monde de brut, tout le monde connaît ce slogan. Et donc je me suis dit, pourquoi pas sortir de la philosophie à partir de ces slogans que tout le monde connaît. Quelques grammes de finesse dans un monde de brut, c'était pour quelle marque? C'était Lindt. Le chocolat Lindt. C'est bien, tu as su répondre à ça. Voilà. Je m'en souviens. On est exactement de la même génération. La génération Culture Pub, cette exactement, j'adorais cette émission. Moi aussi, voilà. Ouais. Thomas Hervé. Ouais. Ok, alors ensuite je suis pas sûr. 2013, c'est quoi? C'est Peut-on rire de tout? Je pense que c'est mon meilleur bouquin. C'est le moins rigolo. Ouais. Le pitch en 2 phrases. C'est une vraie dissertation. Peut-on rire de tout? Voilà, c'est vraiment savoir en 3 parties, thèse, antithèse, synthèse. Foutaise. Thèse, antithèse, voilà, foutaise. Voilà. Alors pas foutaise, hein, justement. Paradoxalement, c'est mon livre le moins marrant. Parce que je prends l'humour au sérieux. Voilà. Bon, d'accord. Donc tout est dit dans le titre. Je continue à enchaîner, pareil, autre, alors cette fois-ci, idée géniale, j'aurais adoré écrire un livre comme ça, 2013 toujours, dictionnaire des mots qui n'existent pas et qu'on utilise quand même. Voilà, on l'a eu avec un copain, Olivier, un de mes copains d'enfance. Voilà, c'était parce qu'une fois, on était à table et puis il y en a un qui dit, tiens, tu reveux de la viande, et puis je dis du verbe reveter. On s'est rendu compte qu'on utilisait souvent des mots, des verbes qui manifestement n'étaient pas dans le dictionnaire, mais que tout le monde comprenait immédiatement, voilà. Et donc c'est un concept très simple, c'est ça qui est bien, c'est que c'est un concept très simple. T'as 2-3 exemples de ces mots-là? Oh là là, à part reveter? Il y en a plein. Ouais, bah reveter, en fait, revouloir, il est dans le dictionnaire. Parce que depuis, il y en a qui sont rentrés dans le dictionnaire. Par exemple, chronophage, à l'époque. Quand on dit c'est très chronophage, donc c'est un terme que tout le monde utilise. Préquel. Moi, ce que j'adorais, c'était tout le vocabulaire médiatique. Le déclic pour ce livre, ça a été quand on parlait de Sarkozy en disant qu'il se représidentialisait. Et alors, si tu veux des mots qui n'existent pas, qu'on utilise quand même, le confinement a été une source intarissable de mots qui n'existent pas. Exemple, déconfinement, reconfinement, présentiel, distanciel, télétravaillable, cluster. Enfin, tout le vocabulaire du confinement n'existe pas dans le dictionnaire. Extraordinaire. On pourrait faire un volume juste sur les mots du confinement. Merci de préciser ça, ok. Alors, j'en viens à ton bouquin que j'ai le plus dans mon cœur pour 2 ou 3 raisons. C'est tout simplement Star Wars, la philosophie contre-attaque. Et là, il faut que je raconte, moi, quelque chose. C'est que c'est comme ça que je t'ai connu. C'est la raison pour laquelle je te tutoie, c'est la raison pour laquelle je te connais. Parce qu'il y a quelques années, tu fais partie de ces auteurs. Alors moi, je suis journaliste, donc quand j'ai envie de contacter un auteur, je tente ma chance. Et puis, je dois dire que la plupart du temps, ils me répondent. Tu as fait partie de cela. Étant un énorme fan de Star Wars, je t'avais proposé qu'on se rencontre. Je t'avais pas menti, je t'avais dit, j'ai pas forcément d'interview à te proposer ou de machin. Je voudrais juste te voir. Puis à l'époque, tu étais un peu à la télé, tout ça. J'étais bien pris. 2015-2016, c'est ma grosse année. En effet. Et on s'est vu dans un café, on s'est parlé. Je t'avais trouvé un peu ronchon ou quoi, mais tu devais être un peu fatigué. Mais on avait super bien parlé et voilà, tu as fait partie de mes belles rencontres. Et puis maintenant que j'ai lancé Baleine sous Gravillon, je me suis dit, je cherche un philosophe. Et comme je te l'ai dit quand je t'ai appelé, tu fus mon premier choix. Parce que je voulais faire de la philosophie, je voulais parler des animaux, de la nature et des rapports qu'on entretient avec eux et elles, avec un philosophe. Et tu as été mon premier choix pour ça. Parce que je te connaissais, et parce que tu es un peu médiatique, parce que tu es un pop philosophe. Et donc voilà, il n'y aura plus de surprises pour tout le monde. J'enchaîne, ça doit être mon introduction la plus longue de l'histoire de Baleine sous Gravillon. Ça fait déjà une émission. En effet, mais je pense que c'est intéressant, comme ça les gens te connaîtront un peu, avant qu'on commence à parler de notre sujet, qui est la nature et l'homme et des rapports entre les deux. Donc 2018, nouveau bouquin qui s'intitule Le secret de Platon. Ouais. Alors là, je veux que tu battes un record. Quel est le secret de Platon en termes de concision? C'est la réponse au mystère de l'Atlantide. Ouais, à savoir. Oui. Je vais pas le dire. Non, c'est un livre d'énigmes.
tu vois, c'est un thriller ésotérique. Donc si je te le dis là, c'est fini. C'est plus Mais c'est un essai ou un roman? C'est un roman. Ça fait longtemps que je voulais faire ça, parce que j'ai été élevé au jeu de rôle, à Tolkien, donc je voulais faire un roman. C'est une autre approche pop philo, c'est-à-dire transformer la philo en scénario. Ok. Donc c'est un roman avec une intrigue, avec des personnages. Est-ce qu'il y a une chance que je reparte de chez toi avec 1 ou 2 bouquins dédicacés? Ah ouais, carrément. T'en as en J'ai réserve des exemplaires grand-mère, entre guillemets. Et, je vais d'abord faire mon émission, essayer de pas trop te concerner et peut-être que j'aurai de la chance. J'essaie de finir ta longue liste de bouquins que tu as écrits. 2019, peut-on réussir sans talent ni effort? Sans effort ni aucun talent. Voilà. Sans effort ni aucun talent. Voilà, Oui. voilà. Alors ça, c'est un qui me tenait à cœur. Voilà, c'est mon premier... On sent que tu parles de toi finalement. C'est ton Ouais. livre le plus personnel. Alors voilà. Alors, le prochain est encore plus personnel, sur l'ennui. Parce que tous les autres livres étaient un instrument pour transmettre, faire découvrir aux gens la philosophie à partir de supports de pop culture, populaire ou pop, ou comment on veut. Là, c'était vraiment... On est plus dans le développement personnel. Là-dedans, Oui, avec pas ce du titre. tout, pas du non tout. Je D'accord. déteste le développement personnel. Donc Ouais. Pourquoi? c'est mon ennemi juré. Parce Pourquoi que Tu trouves ça trop facile? pas facile, je trouve ça malhonnête. Je trouve ça Développe. vendre du bonheur. Je supporte pas ça. Tu trouves ça mensonger? De C'est-à-dire vendre du bonheur aux gens. des je espèces supporte de pas recettes ça. à 2 francs 50 Ah ouais, pour voilà, toujours, faire toujours, croire qu'on toujours. peut Des être gens heureux. qui étant... c'est de la pop méditation, là, je sais pas quoi. Déjà, dans le développement personnel, c'est pas très joli comme terme. Hein, c'est personnel. Voilà. Donc, c'est d'abord moi je vais bien, et puis je verrai après... Comment m'intégrer? Voilà. Donc dans Peut-on réussir sans effort ni aucun talent, justement, je tape en partie là-dessus. Moi, c'était le mythe de la méritocratie et du mérite. Et dans ce mythe et méritocratie, il y a le discours de conseillers en stratégie d'entreprise qui sont aussi des coachs de développement personnel. Donc le modèle, en fait, d'entreprise devient le modèle de vie qui rendrait tout le monde heureux. Voilà. Exemple type, le Miracle Morning, tu connais peut-être ça, hein, le matin magique, qui s'est vendu à des millions d'exemplaires. On t'explique que pour être vraiment heureux, il faut se lever à 5-6 heures du matin parce que tu as des moments que à toi. Donc on est dans une espèce de mythe du zen. Voilà. Et en fait, à la fin, on te dit comme ça, tu seras encore plus productif dans la journée dans ton entreprise. Enfin voilà. Donc c'est comment vendre du bonheur à des travailleurs pour les rendre encore plus efficaces pour le travail. Donc moi, il y a un truc qui me va pas du tout dans le... Ok. Donc c'est pas du tout, c'est de la philosophie sur le concept du mérite, pour montrer que c'est qu'un mirage, une illusion. Voilà. Et donc c'est le premier livre sur lequel la pop philo devient vraiment une méthode au service d'une thèse. Qui est? Qui est que le mérite n'existe pas. Et donc quoi? Donc on peut réussir en étant malin? Non. Ça veut dire qu'il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Donc c'est un petit guide qui permet d'accepter finalement son destin de la manière la plus intelligente? Voilà, connais-toi toi-même, voilà. Alors accepter, c'est pas renoncer non plus, hein. C'est se dire, ce qui compte, c'est d'avoir fait ce qui dépendait de moi. Voilà, et le reste... C'est voilà. cette célèbre prière que j'aime beaucoup, je sais plus d'où elle sort cette prière, mais qui dit Dieu, donne-moi la force d'accepter les choses que je ne peux pas changer, donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer, et surtout, donne-moi la sagesse d'en connaître la différence. Voilà, exactement. J'adore cette prière. Exactement, voilà, parce que le mythe du mérite, c'est tu sais, le travail, l'effort, le mérite, c'est l'idée de la réussite, que si tu fais des efforts, tu parviendras à tes fins. Alors beaucoup de déceptions pour ceux qui ne parviennent pas, et du coup de la culpabilité aussi, parce que si tout dépend des efforts, alors ceux qui ne réussissent pas, bon, déjà il y a ce modèle de réussite qui est seulement de l'entreprise, mais celui qui ne réussit pas va se dire c'est de ma faute, puisque tout dépend des efforts et de la bonne volonté. Donc non, et ceux qui réussissent, ils peuvent pas dire je me suis fait tout seul. Je parlais tout à l'heure de développement personnel, un truc un peu égoïste, mais l'éthique qui consiste à dire je me suis fait tout seul, je viens de rien, ça veut quand même dire je dois rien à personne. Donc déjà, c'est sympa pour ceux qui t'auraient aidé sur ta route, et puis ça veut dire comme je me suis fait tout seul et que je dois rien à personne, je vais pas aider les autres non plus. C'est une éthique qui me plaît pas beaucoup, moi. C'est bien clair. Alors, on va finir cette plus longue présentation de l'histoire de Balade sous Gravillon. On est toujours dans l'introduction, chers amis auditeuristes. On n'a pas commencé. C'est terrifiant. Mais on va quand même dire un mot. Tu ne me l'as pas demandé, mais je le fais quand même, sur ton prochain bouquin qui va sortir fin septembre 2020. 23 septembre, voilà. Qui va s'appeler Comment échapper à l'ennui du dimanche après-midi. Et qui va raconter l'ennui, alors qu'on appelle aussi le blues du dimanche soir éventuellement, hein, que l'ennui concerne quand même beaucoup de monde, ce moment de flottement vers 16-17 heures là,
Mais exclusivement le dimanche ou... Alors c'est une porte d'entrée pour parler de l'ennui en général et paradoxalement de tout ce qui nous occupe, ce qui fait notre vie en fait. C'est plein de chapitres sur ce qu'on peut faire pour s'occuper. Le premier chapitre s'appelle binge watching, c'est-à-dire regarder des séries. Regarder des séries, voilà. Il y en a. Et le dernier s'appelle peindre ou faire l'amour, qui est inspiré d'un film qui est... J'ai pas compris. Peindre ou faire l'amour. Ou faire l'amour, oui. Voilà, qui est inspiré d'un film, je sais plus, de 2005. Donc voilà, donc ça va du binge-watching à peindre ou faire l'amour. Voilà, en passant par Ikea aussi. Tout ce qu'on peut faire pour occuper son dimanche et sa vie. Et est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue si on perd son temps, nanana. Enfin voilà, donc c'est une porte d'entrée pour traiter toutes les grandes questions existentielles que chacun ne peut pas manquer de se poser. Bon, je prie tout le monde de m'excuser, de nous excuser d'avoir été si long pour te présenter, mais encore une fois, je trouvais ça chouette et marrant de passer en revue quand même les 10 bouquins que tu as écrits. Je pense que maintenant les gens te connaissent un peu mieux. Et puis on va enfin aborder ce pourquoi je suis venu. On va parler des rapports entre l'homme et la nature. Et dans la nature, il y a les animaux, mais il y a aussi tout le reste, les plantes. Et tu as été sympa, je t'ai appelé il y a 2 semaines, je crois. Je t'ai demandé si ça t'intéressait. Tu m'as dit oui. Alors, je vais aussi le dire, on en parlait quand je suis arrivé, à ce moment-là, ça n'enregistrait pas encore, mais je t'ai remercié parce que tu fais partie de ces rares personnes qui me disent en ce moment « j'ai le temps ». Bah oui. Et tu me l'as dit avec un sourire. Bah. Mais tu sais, ce qui me consterne, c'est que même mes meilleurs amis prennent le temps de décrocher leur téléphone quand je les appelle pour me dire « non, j'ai pas le temps en ce moment ». Enfin, ce que je trouve complètement con, mal poli et idiot. Mais... je me suis encore éloigné de mon sujet. Moi, je trouve ça tellement intéressant. Enfin, j'en parle dans le bouquin sur l'ennui. Voilà, il n'y a pas de plus beau cadeau qu'on puisse faire à un ami que de lui dire « bien sûr, j'ai le temps pour toi ». Voilà. Bien sûr, c'est ce que m'avait dit mon beau-père. Donc, le père de ma femme, c'est la plus belle phrase qu'on m'ait sortie. Donc, c'est pas mon père, c'est mon beau-père. Un jour, je l'appelle, il y a 10 ans, et je lui dis « allô, c'est Gilles, je vous dérange ?» Et il me répond, j'ai la larme aux yeux à chaque fois. Jamais. Mes enfants ne me dérangent jamais. Non, c'est vrai, c'est tout bête. Ça calme. Non, mais tu vois, on parle de bouquins compliqués, de concepts compliqués, mais on devrait tous commencer par putain, merde. Juste dire, mais j'ai le temps pour toi, mais bien sûr, avec la force de l'évidence. Bref, j'enchaîne sur cette espèce de frustration que j'ai, et que tu partages apparemment. Et puis, alors, tout simplement, par quoi tu veux commencer, cher Gilles? Est-ce qu'on commence par Rousseau et l'état de nature? Est-ce qu'on commence par Schopenhauer? Est-ce que tu as envie de commencer peut-être chronologiquement par les Grecs? Je voulais commencer par la chronologie en fait, c'est-à-dire l'évolution du concept de nature. Ouais, ça me va, ouais. En fait, au fur et à mesure du temps. Donc on part de l'Antiquité quand même? On part de l'Antiquité, mais ça va pas durer 3 heures. Non mais t'inquiète pas. C'est juste montrer qu'il y a... Vas-y. Alors, déjà, on pourra peut-être en reparler, mais le fait que le concept, l'idée même de nature, est un concept anthropocentriste. Alors, je vais vous calmer tout de suite, je ne vais pas parler en faisant que des termes comme ça techniques. Je voudrais juste rappeler, parce que tu ne le sais pas, mais moi je suis un fan d'étymologie, j'en parle souvent dans chacun de mes podcasts, notamment tu sais, les noms d'animaux, donc je suis très suffixe gréco-latin. Je rappelle juste au passage que nature, étymologiquement, signifie ce qui est à naître. Je te parlerai de la nature au sens grec après. La nature au sens grec, c'est physis, qui a donné la physique. Oui. Bon, alors je voulais juste finir sur cette intro d'intro. La nature, donc, concept anthropocentrique. Anthropos, l'homme, centrique, centré sur l'homme. C'est-à-dire que, aujourd'hui, on est beaucoup dans transition écologique, etc. Donc la nature, ça paraît un terme qui se soucie de la nature. Mais en fait, il n'y a que l'homme qui peut parler de la nature. Ça veut dire quoi la nature? Ça veut dire qu'il y a 2 choses qui produisent dans l'univers. Il y a l'homme et la nature. Par définition, la nature philosophique, c'est tout ce qui ne dépend pas de l'activité de l'homme. Voilà. Donc, c'est quand même assez prétentieux de dire dans l'univers, il y a 2 choses, il y a l'homme, et tout ce qui n'est pas l'homme, c'est ce qu'on appelle la nature. Si un chien avait inventé un concept comme ça... Mais qui a dit ça? Qui a inventé ce concept? Ah ben, je sais pas, moi. Je sais pas. La nature, c'est tout ce qui est étranger à l'homme. Non, parce que pour moi, l'homme fait partie de la nature. Ah ouais, mais voilà. Alors, les Grecs étaient dits physiciens, justement. Les Grecs pré-socratiques, c'est des mots qu'on connaît comme ça, Parménide, Héraclite. Alors, c'est même un peu 6e siècle. Voilà. Moins 600, ouais. C'est le début de la... Alors, on peut revenir même aux origines de la philosophie. La philosophie aurait été inventée au 6e siècle par, entre autres, Thalès. Le nom est connu puisqu'il y a le théorème de Thalès.
voilà, faisait partie des 7 sages qui auraient comme ça inventé la culture occidentale et la philosophie. Thalès, Solon aussi qui a inventé les lois d'Athènes. Voilà. Après, donc, il y a une période de 100-200 ans. Avant Socrate? Avant Socrate, c'est les présocratiques. Voilà. Donc Socrate, c'est vraiment le 4e siècle. Donc, par définition, les présocratiques, on comprend qu'ils ont vécu avant Socrate. Alors, attention de ne pas me refaire toute l'histoire de la philo. Non, je vais finir. Non. C'était des philosophes, mais autre chose. Enfin, ils étaient à la fois poètes, philosophes, scientifiques. Enfin, c'était des grands poèmes qui traitaient à peu près de tout. Aristote, entre autres, les appelait les physiciens. Donc, c'est ceux qui étudient la nature. Ta remarque est bonne, c'est-à-dire que c'est ce que je voulais dire en parlant de la chronologie du concept de nature, c'est qu'il y a quand même une rupture, en fait, entre à peu près l'Antiquité, voire le Moyen-Âge, et puis l'époque moderne, qui est instaurée à partir de la Renaissance, qui culmine avec Descartes. Voilà. C'est-à-dire le changement de la physis, la nature, où effectivement l'homme en fait partie. Ça, c'est dans l'Antiquité. L'homme est une partie de la nature. On pourra parler des philosophes antiques, dont la règle fondamentale, c'est vivre selon la nature. Voilà. Un de mes livres de chevet, là, il est là-dessous, c'est Diogène, c'est cynique. Alors on peut dire que tu as ramené plein de bouquins pour t'y référer, voilà, et que de manière extrêmement gauloise, je les utilise pour caler nos micros. Voilà, donc, voilà, donc c'est pas mal, au moins ça sert à quelque chose. Le mot d'ordre dans l'Antiquité, c'est vivre selon la nature. Il y a les notions qu'on retrouve un peu au Moyen-Âge. Tu parles sans arrêt de physis, alors ouais. Juste ça veut dire quoi physis à la base? La physis, c'est le nom grec de la nature. Physis qui a donné la physique. Ça a un sens en tout cas symbolique. C'est la nature comme fusée, comme c'est l'idée de la nature comme un jaillissement. Comme un jaillissement, une production de vie, d'accord? Ouais, on en revient à natura, ce qui est à naître. Ouais. Et donc l'homme fait partie de cet ensemble, ouais. De ce jaillissement. Donc la nature, c'est la vie, voilà. Peut-on parler d'éjaculation? Sûrement, oui. Non, mais ça m'y fait beaucoup penser. Voilà. C'est ça la physique. J'ai honte. Mais il y a un peu de ça. Alors qu'avec Descartes, la nature devient un ensemble de lois qui permettent à l'homme de s'en servir. Et de la servir. Et de la servir en un seul mot. Et pas de la servir. Oui, bien sûr. À servir, oui. Donc la grande phrase de Descartes qui est souvent citée, qui tient du discours de la méthode, c'est se rendre comme maître et possesseur de la nature. Voilà. C'est en quelle année? Ça, c'était quel siècle? C'est 17e. Ouais, 1600... discours de la méthode, c'est 1637. 1637. Contemporain de Galilée. Absolument contemporain de Galilée. D'accord. Ça doit être 1639, les problèmes de Galilée, là, quand l'Église... Galilée, on rappelle que c'est le monsieur qui a dit... c'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, voilà. C'est l'inverse. Alors, c'est pas lui qui l'a dit, c'est comme tout le monde doit le savoir, Copernic, astronome polonais, qui a eu la bonne idée de mourir, je crois, avant de publier son truc. Il s'est dit, comme ça, je serai tranquille. Et en fait, Galilée a publié un bouquin qui s'appelait Dialogue sur les 2 principaux systèmes du monde, où il comparait le système de Ptolémée, de l'Antiquité, où la Terre était au centre du monde. Avec géocentrisme. Voilà, le géocentrisme, avec l'héliocentrisme, donc c'est le Soleil qui est au centre du système, défendu par Copernic. Et dans son bouquin, il ne dit pas que Copernic, c'est plus vrai, il dit que ça marche mieux, que c'est plus simple. Il ne dit pas que ça correspond plus à la réalité, il dit que c'est quand même plus pratique. Bon, résultat... Il était obligé de s'allonger par terre dans une église pour dire j'ai faute. Tu parles de Galilée là? De Galilée, voilà, qui a dû se rétracter. Il y a eu un film là-dessus excellent avec Claude Rich. Voilà, et donc je crois que c'est en 1993 que Jean-Paul II a dit l'Église reconnaît que Galilée avait raison. Il a fallu attendre un petit moment. Voilà. Bon, ça n'empêche qu'on est dans une époque moderne, donc, où on découvre que la technique peut se reposer sur la science. Parce que jusque-là, contrairement à ce qu'on peut croire aujourd'hui, on croit que toutes les recherches scientifiques servent à des applications pratiques, mais en fait, depuis la nuit des temps, il y avait la technique d'une part et la science d'autre part. La science était, on pourrait dire, un peu gratuite, même si bon, faut pas être non plus complètement angélique. Mais par exemple, on a fabriqué des lunettes astronomiques. Spinoza, grand philosophe contemporain de Descartes. Quel siècle? 17e, donc. Spinoza était... Il n'y avait pas de prof de philo à l'époque. Les profs de philo, c'est Kant qui les a inventés à la fin du 18e siècle. Il n'y avait pas de prof de philo avant. C'est-à-dire que tous ces gens devaient gagner leur vie autrement. Ça, c'est intéressant. Descartes était militaire de carrière. Et Spinoza était tailleur de lunettes astronomiques. C'est comme ça qu'il gagnait sa vie et il paraît qu'il était très très bon.
eh ben, on fabriquait des lunettes astronomiques avant de connaître les lois de l'optique. Il y a des choses qui étaient empiriques, la technique se faisait, et à côté, il y avait de la science qui recherchait les lois. Et Descartes se rend compte que si la technique repose sur des lois de la nature, ça va rendre les choses beaucoup plus efficaces. Et à partir de là, donc, il dit la science va nous permettre de nous rendre comme maître et possesseur de la nature. Et donc, la nature devient le serviteur de l'homme, et donc l'homme ne fait plus partie de la nature, mais comme dirait un peu Spinoza lui-même, l'homme se prend dans la nature comme un empire dans un empire. C'est-à-dire qu'il y aurait des lois de la nature, et il y aurait des lois des hommes, qui est au-dessus, qui se prend pour un... On parlera peut-être tout à l'heure des dieux, des bêtes. Tu veux dire que les hommes, si je résume ce que tu es en train de dire, que les hommes ont chopé le boulard sur le tard un peu. Tout à fait. Alors sur le... Les antiques étaient un peu mieux... Les antiques, voilà. Tout en ayant dit... Enfin, tout en ayant une connaissance du monde, on va dire, dans les sciences dures, l'atome, la physique quantique, ils n'avaient pas tout ça. Mais ils avaient quand même une intuition qui paraît plus modeste. Qui paraît plus modeste. Alors en même temps, il y avait l'idée du sage, etc. Mais exactement. Bon, il y a la définition d'Aristote qui dit l'homme est un animal sociable, zoon politikon, qui veut dire à la fois social et sociable. Ça veut dire que social, ça veut dire... Qui de fait vit en société. Alors de fait, il ne peut survivre qu'en société, en groupe. Et sociable, c'est aussi qu'il a des sentiments qui l'attirent vers les autres. Alors tu voulais parler, on parlera de l'état de nature dans 5 secondes. Mais Hobbes, par exemple, au XVIIe siècle, qui a beaucoup décrit l'état de nature, Hobbes va complètement contre Aristote et va dire l'homme n'est pas du tout sociable, c'est un loup solitaire, l'homme est un loup pour l'homme, etc. Mais effectivement, c'est pas mal vu de dire que les hommes se sont au fur et à mesure détachés de la nature dans leur théorie. Alors peut-être avec le progrès, je ne donne pas de jugement de valeur quand je dis le progrès, c'est le changement, l'évolution des sciences et des techniques justement, où finalement l'homme commence à se faire un monde autour de lui qui le sépare de plus en plus de la nature. Peut-être que, comme disait Marx, les idées reflètent la réalité sociale. D'accord. Tu m'as presque vendu Rousseau, c'est-à-dire qu'on allait aborder Rousseau dans 5 secondes, il y a 5 minutes. Voilà. Et donc je veux bien, si ça te paraît opportun, qu'on enchaîne sur Rousseau. Est-ce qu'il y a un petit saut quantique entre Rousseau et ce que tu viens de dire, par exemple ? Il y a peut-être un retour. Un retour vers l'Antiquité. Vers la nature, voilà. Bon, là, je t'avais emmené aussi les rêveries du promeneur solitaire. Bon, t'as dit tout à l'heure que j'habitais à Montmorency, c'est la ville de Rousseau. Hein. Ah, c'est drôle. Tout est Jean-Jacques Rousseau ici. Ah, c'est drôle. En bas, il y a une résidence Jean-Jacques Rousseau. Le lycée, c'est le lycée Jean-Jacques Rousseau. Il y a la statue de Jean-Jacques Rousseau. Pourquoi ? Parce que Jean-Jacques Rousseau a vécu à Montmorency 5 ans avant de fuir, parce qu'il était poursuivi par la police. Et donc, on peut visiter le musée Jean-Jacques Rousseau, qui a été sa maison à Montmorency. C'est là qu'il a écrit le contrat social, entre autres. J'habite à Montmorency et c'est là que Rousseau a vécu. J'ai pas habité là pour ça. Bon. Quel snobisme, mon cher Gilles. Voilà, donc Rousseau est de Montmorency. C'est la ville de Rousseau. Et effectivement, ça c'est établi. Voltaire s'était moqué de lui parce que dans le discours sur l'origine de l'inégalité, comme il défend pas mal, il revient à Diogène en fait. Enfin, je vais essayer d'expliquer ça simplement, ça sera bien. Mais Voltaire, par exemple, qui a lu le discours sur l'origine de l'inégalité, se moque de lui en disant « Monsieur, quand on lit votre livre, on a envie de se remettre à 4 pattes ». Donc c'était quand même une vanne de Voltaire. Voilà, on peut prendre cette porte d'entrée. Une phrase très connue de Rousseau, qui n'est pas de Rousseau en fait. C'est comme souvent. Oui. C'est « L'homme est naturellement bon, c'est la société qui l'a perverti ». C'est-à-dire, il revient un peu à Diogène, à ces philosophes de l'Antiquité qui disent qu'il faut vivre selon la nature, et Diogène qui disait qu'en gros, toutes les valeurs de la société sont artificielles. Artificielles aux 2 sens du terme, en fait. Évidemment que tout ce que la culture, la civilisation a produit, c'est artificiel, puisque c'est le sens étymologique. Mais l'artifice aussi, comme tu le sais, veut dire faux. Veut dire que quand on dit c'est quelqu'un d'artificiel, il y a un jugement de valeur négatif sur l'artificiel. Et ça vient sans doute, ça remonte à Platon. D'accord. Tu as évoqué Diogène, que j'aime beaucoup. C'est ce monsieur qui vivait dans un tonneau et qui a eu des punchlines extraordinaires, notamment avec Alexandre le Grand, tout à fait. Qui, quand Alexandre le Grand, qui régnait sur la moitié du monde à cette époque, du monde connu, lui disait « Cher ami, que puis-je faire pour toi ?» et qui lui aurait dit cette phrase absolument fabuleuse « Ôte-toi de mon soleil ». Et puis voilà, il y a l'histoire du tonneau que tout le monde connaît. Et puis il y a aussi une autre histoire que les gens connaissent moins et que moi j'adore. Je suis en train de sortir ma science. C'est en voyant un enfant qui mangeait avec ses doigts, Diogène aurait dit, sachant que Diogène vivait comme un clodo dans son tonneau avec 3 fois rien, en voyant un enfant manger avec ses doigts, il jette son écuelle en terre cuite
Et il dit « Cet enfant m'apprend que je vis dans le luxe ». Ouais, voilà, exactement. Puis, bref. Alors, Diogène, c'est quelle école de pensée? C'est les stoïciens? Non, c'est les cyniques. Les cyniques, ouais, ça a donné le terme cynique. Qui vient de chien. Qui vient de chien, exactement. Je suis fan d'étymologie. Voilà, et revendique, et ça a donné le terme Kunos, être cynique. Kunos, voilà, le chien. Ouais. Parce qu'il revendique le fait de vivre comme un chien, c'est-à-dire... Dans la simplicité. Dans la simplicité. Dans le dénuement. En se satisfaisant des besoins naturels, animaux. Parce que ce qui perd les hommes, c'est les désirs artificiels, justement. Les stoïciens sont les héritiers des cyniques. Hein. Celui qui a fondé le stoïcisme, Zénon de Citium, avait pour maître un cynique, Cratès, je crois. Et donc, il y a toujours ce fait de vivre selon la nature et de dénoncer tous ces passions, désirs artificiels, en gros, amour, gloire et beauté. Ces cyniques et éventuellement ces stoïciens sont furieusement modernes. Si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, le retour à la Terre de Manuel Arsenet, voilà. Au-delà de ça, voilà, les colibris, quand même cette prise de conscience qui s'accélère avec le coronavirus. Ah J'ai l'impression que les Diogènes et ces épigones, ses successeurs, sont furieusement modernes. À l'origine, c'est pas non plus un retour à l'origine, on va pas dire, voilà, c'est quand même bien d'avoir des médicaments. Hein, l'Institut Pasteur, moi ça me plaît bien. Voilà, heureusement qu'il y a plein de maladies qui ont disparu dans le monde. Mais disons que l'homme faisait partie de la nature. Les termes qu'on utilisait, c'était microcosme, macrocosme. Voilà, tu voudras évoquer Léonard de Vinci, mais il y a cette idée-là que l'ordre de la nature se reflète dans l'ordre du corps humain. Une vision du monde unitaire. Une vision du monde. Après, il y a toute une évolution théorique, scientifique, où l'homme se détache de la nature. On a l'impression qu'aujourd'hui, nécessité faisant loi, on revient un peu à ça. Ok, donc on était dans l'Antiquité, j'essaie de faire un petit bilan de tout ce qu'on a appris. C'est l'évolution de la notion de nature en fait, et du coup du rapport à l'homme et de la nature. Ce que tu m'as appris, c'est que la pensée n'a pas toujours été ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire que dans l'Antiquité, il pétait un tout petit peu moins plus haut que le cul qu'aujourd'hui. Avec cette histoire d'homme qui se sépare de la nature et qui a son propre empire, et puis qui a asservi tout le reste. C'est un peu... La rupture, elle vient entre autres avec les religions monothéistes et ce qu'on appelle le créationnisme, en disant que Dieu a créé l'homme à son image. Voilà, l'idée que l'homme soit une espèce particulière et même supérieure, ça vient de la religion qui a remplacé ces philosophies antiques en fait, qui avaient au départ le même... Pas qui a remplacé, qui a suivi, qui a succédé. Qui a fait disparaître aussi. Parce que, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas du tout la même pensée. Non. C'est que les Grecs, tout ça, ils étaient beaucoup plus... Mais alors remplacé dans... parce que ce que disait la philosophie au départ, aujourd'hui, on pose toujours la question, ça sert à quoi la philo? Voilà. À part avoir son bac en France. À caler des micros. Par exemple, voilà. Ça sert à quoi? À l'époque, les philosophes, c'était des écoles de pensée qui proposaient aux hommes la meilleure manière de vivre pour atteindre le souverain bien. C'est pas rien, hein. Le souverain bien, c'est-à-dire être heureux, entre autres, et quelqu'un de bien. Être à la fois quelqu'un de bien heureux, parce que quelqu'un qui est heureux mais qui n'est pas quelqu'un de bien, c'est atteindre le bonheur en gros. On y revient aussi à ça aujourd'hui avec justement méditation, développement personnel, etc. Est arrivé des gars comme un certain Jesus qui arrive et qui dit aimez-vous les uns les autres, vous allez... Parce que les philosophes de l'Antiquité, c'était oui, je peux vous donner les moyens d'être heureux, mais ça va être difficile, c'est un travail. Connais-toi toi-même, la sagesse. Quand on lit Épictète, Épicure, il y a toujours l'idée qu'il faut être raisonnable, qu'il va falloir progresser dans du travail, de l'humilité. C'est beaucoup d'efforts pour peu de récompenses, mais à la fin, quand tu seras un sage, t'es heureux. Tu seras heureux. L'autre, il arrive, il dit heureux les simples d'esprit, aimez-vous les uns les autres. Moi, j'ai 2-3 punchlines et puis vous serez heureux. Donc voilà. Et surtout, le royaume des cieux, c'est après quoi. Parce que Épicure, Épictète apprennent aux hommes à vivre avec l'idée qu'ils vont mourir, en l'acceptant. Philosopher, c'est apprendre à mourir, ce que reprend Montaigne. Alors que dans la religion, c'est plutôt non, vous n'allez pas mourir en fait, vous allez vivre encore. Voilà, donc c'est pas du tout les mêmes choses. Et de fait, toutes ces écoles de pensée qui ont duré, c'est intéressant, qui ont duré quasiment 1000 ans quand même, parce qu'elles ont été, en gros, elles ont existé de 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 4e siècle après. Donc ça fait 1000 ans. Voilà. Ont disparu avec l'avènement du christianisme, qui dit l'homme est au centre du monde. En effet. Et je pense que c'est là que commence... C'est pas pour taper sur la religion, non. Et ceux qui ont combattu l'Église comme Galilée n'ont pas du tout arrangé les choses. Quand Descartes arrive, eux, ils se luttaient contre l'Église en tant que censeurs de la science, mais c'est pas pour ça qu'ils n'étaient pas d'accord. Ils ont encore enfoncé le clou. On commence à en sortir, il y a des bribes, là,
Rousseau, Thoreau au 19e. Bon, et puis après, ça a quand même encore duré jusqu'à début du 21e siècle. Hein. Alors je voudrais te proposer quelque chose. L'heure tourne, c'est passionnant, tout va bien. Ah, je vois le bouquin Star Wars là. Qui ne cale pas de micro, lui. C'est le seul qui est resté en liberté. L'heure tourne et donc je te propose dans les minutes qui suivent, de clore cette première partie. Et c'est bien, on a commencé par l'Antiquité, on est arrivé jusqu'à ce changement, jusqu'à cette hubris, c'est-à-dire le fait que l'homme que j'ai résumé par qui pète plus haut que son cul et qui commet cette espèce de péché contre... Alors on appelle ça de l'anthropocentrisme. Oui. L'homme qui pète plus haut que son cul, ça s'appelle de l'anthropocentrisme. Oui, mais moi j'aime bien parce que c'est mon père qui disait ça. Non, mais moi ce que j'aime bien, c'est de comprendre que derrière des mots qui ont l'air compliqués, il y a des idées simples. Quoi, oui, bien sûr. Péter plus haut que son cul, moi je la trouve plus sympa, y compris l'image que l'anthropocentrisme. Mais... que je connais par ailleurs. On devrait trouver un terme un peu scientifique, tu sais, comme orchidoclaste. C'est quoi l'orchidoclaste? Ah, qui casse les couilles. Qui casse les couilles. Ah, je connaissais pas celui-là. C'est comme la tétrapilectomie. L'art de couper les cheveux en quatre. La tétrapilectomie. Ah oui, merci. Et donc, pour péter plus haut son cul, je pense qu'on pourrait trouver un truc dans orchidoclaste. Merci de m'offrir ce mot, il est sublime. Orchidoclaste. Alors bref, vu qu'on va clore ce premier épisode dans quelques minutes, je te laisse l'initiative. On va garder effectivement tout ce qui va se passer par la suite pour le prochain épisode, l'ère moderne. Donc, on dira que c'est l'histoire du concept de nature. Qu'est-ce que tu souhaiterais rajouter? Est-ce qu'on a fait le tour? Voilà, si on est un peu chronologique, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose avant de clore ce premier entretien? Ou est-ce qu'on a été complet? On peut être complet. Ouais, c'est... Oui, vas-y. Pardon, ça serait juste dire que... parce que quand on disait... ils pétaient moins au leur cul à l'époque d'un c'est pas, je veux dire écologie, aujourd'hui, c'est pas, contrairement à ce que dit Voltaire sur Rousseau, c'est pas retour aux origines. Enfin, tu vois, voilà, moi, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui me gêne, moi, par exemple, c'est la notion de naturiste. Bon, effectivement, on pense au Cap d'Agde, machin, les nudistes, mais les culs nus. Mais voilà, les culs nus, là, j'ai vu un article, là, c'était marrant, sur donc les camps plutôt échangistes, libertins. Le titre c'était On est venu faire du cul. Voilà. Mais c'était dans quelle revue? C'était dans le Parisien ou l'Obs, enfin un journal sérieux. Je te sens assez lecteur de l'Observateur. Toi, tu dois être encore un de ces philosophes de gauche. Non, justement, je refuse d'être philosophe de gauche parce que. Tu es quoi alors? Parce que moi, je suis plutôt de gauche, mais déjà quand tu dis ça, tu perds 2/3 de. Parce que par ailleurs, la gauche, Nouvelle Obs, Télérama me plaît pas beaucoup. Pourquoi? Parce que on sort complètement du sujet, mais ça m'intéresse. m'intéresse. On appelle de la gauche caviar, quoi. Voilà, c'est-à-dire c'est un entre-soi qui en fait insupportable. Comme faisaient dire les Guignols à Strauss-Kahn avant ces histoires. C'était à l'époque où il était candidat pour la présidentielle en 2012, je crois. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être de gauche? Parce qu'à l'époque, les scandales, c'était plutôt qu'ils roulaient dans des super voitures. Voilà, Porsche Carrera. Écoutez, être de gauche, c'est une manière agréable d'être de droite. Voilà. Et donc, je trouve que magnifique. Je trouve que il y a pas mal de presse comme ça qui en fait, c'est des gens quand on connaît un peu le milieu médiatico machin. On voit pas trop ce qu'il y a de gauche là-dedans. Tu seras d'accord avec moi pour dire que c'est vrai que c'est ma digression, je te prie de m'en excuser. On est complètement sorti de notre sujet. C'était pas inutile, je pense que je la garderai au montage. Oui, donc quand je dis se rapprocher de la nature, c'est pas retour à l'origine. C'est comme quand on soigne une maladie, ça on l'apprend chez Canguilhem, dans le normal et le pathologique. Oui. Canguilhem. La guérison, c'est pas le retour à l'état initial, comme on l'a bien compris avec le confinement. C'est-à-dire, quand on va résoudre les problèmes, ce sera pas revenir comme avant, comme quand dans un couple il peut y avoir une crise et on dit j'aimerais que tout redevienne comme avant. C'est pas possible, c'est pas le but, c'est pas intéressant. Ça veut dire quoi, tout redevienne comme avant? On va pas enlever nos... Surtout, c'est pas possible. Voilà, d'abord c'est pas possible. Je veux dire, c'est ni possible ni souhaitable. Voilà. C'est pas comme un disque dur qu'on pourrait reformater. Voilà. Et encore une fois, il s'agit pas de tout jeter. Je veux dire, l'espérance de vie des êtres humains a explosé à partir de l'invention des vaccins avec Pasteur. Au XVIIIe siècle, je crois que 50% des enfants mouraient avant 15 ans. Oui. Mais alors je me suis un peu perdu. C'était quoi l'idée force? Notre regard sur la nature doit changer.
parce que nécessité fait loi, parce qu'on se rend compte qu'on ne peut plus se traiter et traiter la nature comme on l'a fait depuis 250 ou 300 ans. Il ne s'agit pas non plus de revenir à l'Antiquité. Il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Enfin, trouver comment l'homme moderne peut se réconcilier avec... De manière raisonnable et réaliste. Avec la nature, voilà, c'est ça. Tu parlais du fameux exemple avec le gamin. Il jette son assiette en disant « un gamin m'a surpassé en frugalité ». Enfin, il y a différentes traductions. Il ne s'agit pas de faire ça, il ne s'agit pas de se mettre à quatre pattes. Donc l'idée, c'est de trouver un chemin, mais nouveau, quoi, qui correspond à l'époque, en s'inspirant peut-être à la fois de la nature et à la fois du rapport que les hommes ont pu avoir avec la nature, mais sans prétendre faire un retour à un âge d'or qui n'a jamais existé d'ailleurs. Le mythe de l'âge d'or aussi, ça tu connais peut-être, mais le mythe de l'âge d'or, comme on le dit, c'est un mythe, c'est l'idée que c'était mieux avant, l'idée du paradis perdu, l'idée qu'on est que des gens mauvais, que tout était mieux avant, on ne sait jamais quand d'ailleurs, parce que quand tu reviens à l'époque, tu te rends compte qu'on n'était pas si heureux que ça. C'est pas retour à un âge d'or, c'est réinventer plutôt un horizon. Un copain parle de futur souhaitable, c'est ça. Très bien, cher Gilles. Alors je pense que là, on a déjà la matière pour notre premier épisode, donc je te propose qu'on s'arrête là. Tout ce que tu voulais me dire, tu ne m'as pas demandé en fait encore. Je dirais qu'on a planté un très joli décor de ce qui va suivre. Et on va se dire au revoir, et puis on va te retrouver dans un prochain épisode. Merci Gilles. Merci. Au revoir et donc à très bientôt. À bientôt. To be continued. Voilà. Vraiment. C'est pas comme si. Voir qu'il progresse. Absolument. À la prochaine. À bientôt. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous tous les mercredis et les dimanches pour de nouvelles découvertes. Merci de partager le lien de Baleine sous Gravillon et de vous abonner sur votre plateforme d'écoute si vous avez aimé. Des étoiles et des commentaires sont indispensables pour être mieux référencés et j'en ai beaucoup trop peu pour l'instant. Pourtant, grâce à eux, le podcast serait spontanément proposé à davantage d'auditeuristes. Baleine sous Gravillon est fait sans aucune aide, sans pub. Il me prend tout mon temps depuis quelques mois et n'est pas monétisable. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent donc aussi m'aider en faisant un don sur le site Tipeee. Merci par avance. Vos critiques, conseils, suggestions et idées sont aussi les bienvenus sur la page Facebook de Baleine sous Gravillon que j'alimente et consulte tous les jours. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.